C'est l'édition spéciale de ce jour qui s'ouvre sur Wadiesi TV, au cours de laquelle nous allons débattre du retrait officiel des pays membres de l'AES, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nos fidèles consultants sont là. Amen Sigla, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir au peuple africain. Bonsoir Yannick. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous les téléspectateurs de Wadiesi TV. Voilà. Après le Burkina Faso, le 28 février dernier, suivi de la République du Niger, le 7 mars dernier, c'est finalement tous les pays membres de la Confédération de l'AES qui ont décidé mardi, qui ont annoncé officiellement le mardi 18 mars de leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans le communiqué de presse des ministres en charge des affaires étrangères, des accusations ont été formulées contre cette organisation. Yannick Kwame, qu'est-ce qui est réellement reproché à l'OIF par les pays membres de la Confédération AES? Alors, Marguerite, je crois que les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont été clairs dans leur communiqué en ce qui concerne la raison de leur retrait de l'OIF. Ils dénoncent justement cette gestion opaque de cette organisation francophone et cette politique, bien la politique de deux poids deux mesures dont l'OIF a toujours fait preuve et dans notre pays. Et je crois que ce retrait traduit parfaitement la cohérence des dirigeants des pays de l'AES à l'objectif qu'ils se sont fixés, qui est de quitter, de se débarrasser des accords, des associations, des organisations, bien des alliances qui ne leur sont pas favorables, des alliances qui ne leur apportent rien. Et qui ne rentrent pas dans le cadre de leur lutte pour la souveraineté. Et en retour, tisser ou bien construire d'autres alliances beaucoup plus favorables. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont quitté la CEDEAO récemment et c'est le tour de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce que les gens ignorent, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie prétend être un instrument culturel, d'éducation, un instrument multilatéral, collabore avec les pays qui interviennent dans différents domaines. Mais on sait tous au fond que c'est un instrument de la France-Afrique. Je peux dire que c'est la branche culturelle de cette politique de France-Afrique que la France a toujours exercée sur les pays africains afin de les maintenir sous domination. Donc, je crois que les pays de l'AES ont compris l'arnaque depuis le début et ils ont posé le pas qu'il faut. Et c'est à remercier vraiment, à féliciter. Oui. Et à saluer. Amen Segla. Merci beaucoup pour la question. Mais Yannick a tout dit. Moi, je vais rebondir sur un autre angle. Dans ce monde, seul le peuple africain, seuls les Africains parlent la langue d'autrui et se sentent fiers là-dedans. C'est-à-dire, quand vous prenez c'est-à-dire tous les habitants sur la terre, seul le peuple africain qui parle la langue d'autrui et réclame même la propriété en oubliant sa langue maternelle. Quand vous prenez nos langues, toutes les langues qui existent dans ce monde appartiennent à un peuple. Mais nous avons abandonné les nôtres pour s'attacher à une langue étrangère. Mais à quel moment nous réclamons une souveraineté et continuer par faire de la langue d'autrui une langue officielle? C'est vrai, on peut en faire une langue de travail. Mais jusqu'à aller et décréter cela une langue officielle d'un État qui réclame une souveraineté, ça rentre comment vous appelez ça? Ça ne cadre pas avec tout ce que nous prenons aujourd'hui comme souveraineté. Alors, quand je reviens sur ta question en ce qui concerne le retrait de ces trois pays de la francophonie, on n'a même pas besoin de l'accusation. À voir déjà l'acte que l'OIF a posé par le passé, c'est-à-dire quand vous prenez l'OIF en tant qu'organisation, l'OIF a une mission bien structurée. C'est d'abord, Yannick vient de citer quelques-unes de ces missions. C'est promouvoir d'abord la langue française, la culture et le brassage culturel entre les États qui parlent la langue française. Et aussi faire promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et la paix. Et tout ce que vous savez, hein, vous connaissez leurs chansons, l'éducation, la formation scientifique et tout ça là. Mais vous en souvenez très bien
que lorsqu'il s'est agi de parler du franc CFA, il y avait un Togolais qui s'appelle Kakonou Boupo. En ce moment-là, il était directeur, je précise bien, directeur de certaines économies et numériques de la francophonie. Mais lorsqu'il s'est agi, lorsque ce monsieur, c'est un économiste, il a parlé de la réforme du franc CFA, mais on l'a sanctionné, on l'a exclu au sein de l'organisation. Il a été sanctionné, limogé. Mais à quel moment la francophonie qui prône la culture, le brassage culturel entre les États membres a un lien avec un franc CFA? Parce que quand vous prenez tous les États qui ont en partage le franc CFA, qui ont en partage la langue française, n'utilisent pas le franc CFA. Donc, quand on parle de franc CFA, normalement, ça ne doit pas toucher la francophonie parce que la mission même de la francophonie ne s'occupe pas de l'utilisation d'une monnaie. De l'économie. Voilà. Mais quelqu'un qui est un économiste, il a parlé de ça, mais on l'a exclu de l'organisation. Ça veut dire que la francophonie, ou bien, voilà, la francophonie, c'est juste un instrument de France-Afrique mis en place par la France pour assujettir nos États. Alors, un État qui veut arriver à une souveraineté doit mettre de côté et cette corporation pour pouvoir évoluer. C'est pourquoi les États parlent d'instruments politiques. Oui, c'est un instrument politique. D'ingérence dans les affaires. Parce que quand vous prenez même cette francophonie-là, vous allez voir que même au niveau de l'État, cette organisation intervient même dans l'organisation des élections en Afrique. Dans les pays africains, parce qu'ils forment les agents électoraux et tout ça là. Ils contrôlent les fichiers. C'est quel type d'organisation ça? Par exemple, quand vous prenez les États, le Canada parle le français, il y a la Belgique qui parle le français. Est-ce que la France peut intervenir là-bas pour organiser les élections? Pourquoi c'est toujours en Afrique que cette organisation agit comme ça? C'est la question que nous devons nous poser. Yannick Kwame, est-ce que c'est une manière pour ces pays membres de la Confédération qui se sont engagés dans la voie de l'autodétermination d'affirmer davantage leur souveraineté? Oui, Marguerite, le retrait de ces pays de l'OIF s'aligne parfaitement avec le principe de la souveraineté qu'ils ont toujours prôné. Et vous savez, ce retrait, il était attendu. En fait, moi, je l'attendais. D'accord? Mais c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'agendas à réaliser, beaucoup de choses à faire du côté de la Confédération de l'AES. Donc, je crois que c'est venu au moment où il doit venir. Surtout que le 20 mars prochain, c'est la journée de la célébration, c'est la journée internationale de la francophonie. Donc, ça tombe à point nommé. Alors, il faut noter que le Burkina Faso et le Mali n'ont plus la langue française comme langue officielle depuis 2023. Ils ont préféré choisir leur langue nationale comme langue officielle. Le français, l'anglais ou autres langues sont, mettons, des langues du travail. Alors, ça veut dire que ces pays connaissent la nécessité de se débarrasser des instruments vraiment qui ne favorisent pas leur lutte pour la souveraineté. Donc, c'est ça. Amen Segla, est-ce que c'est une souveraineté réaffirmée pour ces États? Alors, l'hégémonie linguistique doit être quelque chose qu'on doit bannir de nos États. Parce que quand vous prenez la population chinoise aujourd'hui fait 1,3 milliard d'habitants. Quand vous prenez la population africaine dans son entièreté, aujourd'hui avec les rapports de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, il a dit l'année dernière la population africaine fait 1,5 milliard d'habitants. Et sur les 1,5 milliard d'habitants, il n'y a pas un État qui a fait de sa langue maternelle une langue officielle. Nous tous, nous parlons des langues étrangères. C'est paradoxal. Alors, la décision de ces trois États constitue aujourd'hui un fer de lance pour les nations africaines de réfléchir à asseoir leur propre langue. Parce que rien ne nous empêche aujourd'hui. Sur 1,5 milliard d'habitants, nous ne pouvons pas définir une seule langue, que ce soit Swahili ou bien une autre langue, et en faire une langue officielle pour l'Afrique. Pour l'Afrique, ouais. C'est ça. C'est à ça que nous devons penser maintenant. Laissons les langues étrangères de côté. Parce que c'est un outil
d'assujettissement, Ouais, domination. de domination de nos nations. Je donne un exemple à Pablo. Il y a les parents africains qui arrivent à taper leurs propres enfants parce qu'il a mal parlé une langue étrangère. Vous voyez ça? Même à l'école, en classe. C'est ça. Ouais, à l'école, On te tape bon, parce Ça, que... tu parles en fait, le vernaculaire Oui. à l'école. C'est ça. Ouais, ça c'était avant ou bien ça continue? Ça continue, je crois. Tu vois? Ouais. On te tape parce que tu as mal parlé une langue étrangère. Mais ta langue maternelle même, on laisse de côté. Même si tu parles mal, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Et tu peux continuer comme ça parce que ce n'est pas aussi important que ça. Mais comment, quand vous n'arrivez pas à développer votre propre langue, comment est-ce que vous pouvez développer votre pays? Parce que lorsque vous voulez créer quelque chose dans votre communauté, il va falloir vous associer avec les autres. Mais quand vous n'arrivez pas à vous exprimer en langue locale pour transmettre votre pensée, comment vous pouvez développer votre propre pays? Quand vous prenez les Chinois qui aujourd'hui sont aujourd'hui au centre du développement économique mondial, vous allez voir que tout ce que le Chinois crée, il le crée dans sa propre langue d'abord. Il va falloir faire une retranscription dans d'autres langues pour que les autres communautés arrivent à comprendre. Sinon, on s'en fout de tout ça. Par exemple, quand vous prenez, je vais continuer toujours avec la Chine, où leur langue la plus parlée au niveau de leur pays, c'est le mandarin. Mais la Chine arrive à commercer avec tout le monde. Malgré que l'anglais constitue une langue commerciale, ils s'en foutent complètement de l'anglais parce que vous êtes obligé de venir chez eux. Vous êtes obligé de venir chez eux. S'ils créent leur truc en mandarin, si vous n'en voulez pas laisser, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons tout en Afrique. Les terres cultivables, les ressources, les ressources minières. On a aussi la compétence humaine. Donc, on peut tout créer. Il suffit de se concentrer un tout petit peu. Est jeune. Voilà. Et on a des bras valides pour pouvoir développer notre continent. Ce que nous oublions aussi, c'est que la domination et la colonisation, c'est également culturel. Vous savez, les Occidentaux, c'est pas seulement les militaires, c'est pas seulement les États, les politiques, hein. C'est aussi les langues, c'est aussi la culture. Quand vous prenez par exemple l'OIF, l'OIF est une organisation qui travaille grâce à ces instruments dont elle dispose. Par exemple, quand vous prenez par exemple le média TV5 Monde, c'est un média qui est au service de cette organisation-là et indirectement au service de la France, qui véhicule ces idées, qui diffuse les informations qui vont dans le sens, ou bien dans l'intérêt, mais dans les intérêts de la France. Donc, ce sont des outils d'assujettissement, de domination. Oui, il y a même un officiel français qui avait dit dans leur nouvelle politique d'ingérence ou bien de domination, ou bien de la néocolonisation de l'Afrique, qu'il faut utiliser tous les moyens en passant par les militaires, la culture. Voilà. Ils ont cité par également... la culture, ils contrôlent l'information, ils contrôlent les dessins animés que nos enfants suivent. Donc voilà, il est temps que les Africains changent de mentalité. Aujourd'hui, quand vous prenez, moi je me souviens, entre-temps, il y a un président africain dont je préfère taire le nom. Il a pris l'initiative de faire une éducation depuis la maternelle jusqu'au collège en langue locale. L'UNICEF avait refusé. S'il a le moyen, ils peuvent le faire. C'est-à-dire l'UNICEF ne voulait pas l'accompagner dans ce projet-là. Mais finalement, il a su ça à ce projet-là. Parce qu'à un moment donné, il a compris que pour pouvoir développer sa nation, il va falloir que les gens arrivent à aimer. C'est ça, dans leur langue. Il va passer parce que tu peux avoir des idées, mais du moment où tu n'arrives pas à créer ça, qu'est-ce qui nous empêche à faire les cours de sciences et vie en notre langue locale? Là, tous les agriculteurs, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école coloniale, peuvent aussi comprendre ce qui se fait en agriculture dans le monde moderne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on nous donne tout à l'école sauf l'essentiel. Si vous prenez le Burkina Faso par exemple, la langue française était la langue officielle. Mais seulement 20%
à peine 20% de Burkinabés comprenaient cette langue-là. C'est ça. Ben, imagine un peu le blocage C'est ça. que ces personnes, ces populations vaillantes, ces populations qui ont beaucoup de compétences auront du moment où elles ont la capacité de faire des choses, mais sont empêchées par la langue française. Donc, je crois que le capitaine Ibrahim Traoré a fait, c'est une très bonne idée de mettre ou bien de désigner les langues nationales comme langue officielle et de reléguer la langue française au rang de langue de travail. Et avec le temps, ça va changer, parce que lorsque ces langues officielles-là seront développées sur le plan international, avec les académiciens qui sont là, ils vont développer la grammaire et tout ça, là, vous allez voir que ça va changer avec le temps. Et de plus en plus de pays font des programmes, ils ont des programmes scolaires en vernaculaire. Le Sénégal, par exemple, ça se fait déjà. Ils ont des programmes scolaires en vernaculaire. Ils présentent aussi également des éditions en langue locale. Voilà. Dans sa réaction, l'OIF pense qu'elle constitue un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse et dit respecter la décision de ces pays. Que penses-tu, Amen Segla? Alors ça c'est une manière de parler, parce qu'il ne peut pas dire l'OIF ne peut pas se victimiser aujourd'hui, parce que nous étions tous là lorsqu'il s'est agi d'intervenir, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Comment vous les appelez, l'OIF s'est vu que non, c'est une atteinte à la démocratie, et puis il a sanctionné ces pays-là. Il a suspendu ces pays. Voilà, il a suspendu ces pays-là. Ces instances. Voilà. Maintenant, pourquoi il se victimise aujourd'hui? Quand tu as suspendu, en fait, tu as sanctionné les gens et les suspends de vos participations. Ça, c'est pour une raison géopolitique. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque ces gens-là ne participent plus à aucune de vos activités, aujourd'hui, ils se sont vus dans l'obligation de se retirer de cette corporation. Vous parlez de dommages collatéraux. Aujourd'hui, les États africains, notamment les pays de l'AES, veulent affirmer leur souveraineté, que ce soit sur le plan économique, politique et culturel. Yannick Kwame, ton point de vue? Il parle de néo-souverainisme. Le néo-souverainisme. En fait, le néo-souverainisme, c'est une belle réponse au néocolonialisme. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et ce que la directrice ou bien la chargée de communication de l'OIF est en train de dire, voilà, elle est en train de se victimiser. Or, elle fait semblant de se victimiser parce qu'elle n'a pas raison de dire ça. Elle n'a pas de raison de dire ça. Donc, puisque intervenir ou bien s'ingérer dans les affaires politiques d'un État, prendre des décisions concernant cet État-là, ce pays souverain, c'est de la géopolitique qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est l'organisation qui a commencé. Ce ne sont pas les pays de l'AES. En fait, c'est l'organisation internationale. Bien oui, c'est d'elle que je parle, c'est d'elle que je suis en train de parler. En quoi est-ce qu'un coup d'État dans un pays souverain indépendant concerne l'OIF? En quoi est-ce que ça le concerne? Si ce n'est pas la France qui est derrière. Tenez-vous bien, à chaque élection, ils envoient des soi-disant observateurs dans les centres de Davos. Et on sait tous que ces observateurs ne sont pas neutres dans leurs décisions. Ils ne font que suivre, ou bien ils ne font que réaliser les agendas, ou bien ils ne font que mettre en place, ou bien réaliser les instructions qu'on leur a données. Les exemples en sont légion dans les pays africains dont je vais taire le nom. Je pense que c'est pourquoi également le communiqué parle de détournement, que l'organisation s'est détournée de ses objectifs. Exactement. En fait, l'OIF a été créé pour des raisons culturelles et éducationnelles. Faire la coopération, bien coopérer avec les pays dans les domaines culturels, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine technique. Rien à voir avec la politique, la démocratie, la bonne gouvernance. Et si les gens observent bien, c'est la même chose que la CEDEAO a fait. La CEDEAO, au départ, était une organisation de l'intégration économique régionale. Rien à voir avec la politique. L'OIF, pareil, une organisation centrée, focus sur la culture, sur l'éducation. Maintenant, ces blancs ou bien ces impérialistes bleu, blanc, rouge, comme j'aime les appeler, ont jugé bon d'insérer le volet politique, démocratie pour mieux contrôler les pays africains et mettre asseoir bien mieux asseoir leur domination sur eux. Et donc c'est ça, ils se sont détournés, l'OIF s'est détourné de ses objectifs premiers pour s'ingérer dans les affaires des pays africains et faire de la géopolitique. Et c'est normal que les dirigeants des pays de l'AES ayant vu ça clairement, qu'ils prennent la décision qu'il faut prendre.
Voilà. Cette organisation a évolué depuis sa création en mars 1970 de l'Agence de coopération culturelle et technique. Elle est passée de l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998, puis Organisation internationale de la francophonie en 2005. Pourquoi amène Segla ce changement de dénomination? Alors, la réponse, elle est simple. Marguerite, vous qui êtes là, aujourd'hui, si vous êtes en veste, l'autre jour, le jour suivant, vous êtes en boubou, vous êtes toujours Marguerite. Donc, l'OIF peut changer 1000 fois sa domination et sa dénomination. Il reste toujours un outil de France-Afrique pour assujettir les États africains. L'objectif principal est là. Donc, c'est ça. Donc, il peut beau changer au gré des aspirations des États. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec telle domination, quand il voit que, bon, ça ne rate pas en concordance avec un tel État, et il voulait faire entrer l'État en question dans la corporation, il peut changer la domination pour voir si ça peut attirer d'autres aspirations. C'est ça leur manière de procéder. Donc, changer de domination n'a pas changé, en fait, l'objectif principal ou bien le but visé de la France. Le but visé reste toujours l'assujettissement des États africains. Mais je pense qu'au début, la dénomination part de l'Agence de coopération culturelle. En ce moment, on ne parlait pas de la francophonie. Mais c'est juste un début, parce que lorsqu'on va parler de la promotion de démocratie et tout ça, là, parce que les gens sortaient récemment de la décolonisation, vous ne pouvez pas venir leur proposer encore ces genres de coopération, ils vont accepter. Donc, parler d'abord de la culture, après, on verra. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et ces États et beaucoup de chefs d'État sont tombés dans ce piège. Vous voyez. Donc, avec le temps, bon, comme les indépendantistes, on les a éliminés. Maintenant, ceux qui sont vers les vallées ont pris le pouvoir. Donc, maintenant, ils ont fait asseoir tout ce dont nous parlons ici. Yannick Kwame Amen Segla pense que le changement de dénomination n'a rien changé en l'organisation elle-même. Oui, ça n'a pas changé. En fait, le changement progressif des dénominations témoigne parfaitement l'évolution des ambitions de cette organisation-là. Ils ont commencé, par la base, avec la culture, et progressivement, leurs ambitions augmentent. Ils ont fini par faire la lumière sur leurs réelles intentions, qui est de s'ingérer dans les affaires politiques des États africains. De promouvoir les intérêts de la France. Exactement. Et je l'ai dit, je viens de le dire, c'est un peu comme la CEDEAO. Du moment où ils ont commencé par insérer le volet politique, démocratique, bonne gouvernance, c'est autre chose parce que les critères de la bonne gouvernance, c'est eux qui les définissent. Pour eux, un président qui gouverne bien son pays, c'est un président qui leur permet de venir exploiter ce pays, piller ce pays-là. Donc, ces critères, c'est eux qui les définissent. C'est eux qui fixent les règles du jeu, en fait. Et pour comparer un peu avec l'organisation sœur, qui est la Commonwealth, si je peux le dire, l'organisation, le Commonwealth britannique, le Commonwealth, l'ingérence qu'on connaît à l'OIF, c'est pas la même chose. Le Commonwealth ne s'ingère pas comme ça dans les affaires de ces pays membres, surtout des pays africains et de langue anglophone. C'est vrai, ils ont une structure bien définie, mais leur rôle s'arrête juste à la coopération culturelle, éducationnelle, économique et tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que l'OIF, c'est la France. Et dans son intervention, la chargée de communication de l'OIF a parlé, mais elle a dit que ce qu'elle a remarqué, je suis en train de la paraphraser, que c'est dommage que ces dirigeants de l'AES confondent la francophonie à la France. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est excusez-moi le terme, c'est du foutage de gueule. Mais la francophonie, c'est la France. La francophonie ne fait que... Elle est d'ailleurs basée le siège, c'est à Paris. Le siège, c'est à Paris. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? D'abord, aujourd'hui, la vision de la France, il va falloir que les gens arrivent à le comprendre. Quand vous prenez le secrétaire général de la francophonie actuelle, Louise Mouchikiwa, voilà. Il est ressortissant d'un pays qui n'est même pas membre de la francophonie.
Comment est-ce que dans le pays, il est ressortissant d'un pays qui ne parle même pas le français, qui n'a pas fait du français sa langue officielle. Voilà, exactement. Le Rwanda. Voilà. Comment Même est-ce pas que la vous- langue de travail. Voilà. Il parle anglais là-bas. Anglais, c'est... Vous voyez. Anglais. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Quand vous prenez la Et ça, c'est quoi, Amen? C'est de la géopolitique. Voilà, Très simple. c'est ça. Voilà, les intérêts C'est ça. entre les États. Parce que quand vous prenez la Guinée équatoriale, lorsque le monsieur là a fait le coup d'État là-bas, on l'a sanctionné. Après, on a enlevé la sanction parce que, bon, c'est un coup d'État acceptable. Lorsque le Gabon a fait le coup d'État à Ali Bongo, Oui. mais Ali Bongo a lancé un cri d'alerte en anglais. En anglais. Make the noise, make the noise, make the noise. Et Emmanuel Macron, depuis Élysée, là, mais il est en train de dire quoi? Mais il a accepté le coup d'État là parce que l'ancien président a eu l'outrecuidance d'aller dans Commonwealth. Ouais. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est un outil politique. Il va falloir que les gens arrivent à comprendre cela. Ouais. C'est un outil politique mis en place par l'État pour contrôler tout ce que nous faisons à l'intérieur de nos pays. Voilà, et parlant de ça, est-ce que cette décision de sortir de cette organisation peut avoir des impacts négatifs Quel impact? sur les pays? Aucun impact. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays souverains. Ce sont des pays qui sont en train de lutter pour revenir sur la voie du développement, pour renouer avec la stabilité, le progrès et la paix. Donc, je ne vois pas en quoi le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie va poser un problème ou il aura des conséquences négatives sur ces pays-là. S'il y aura des conséquences, il y aura que des conséquences positives. Voilà. D'abord, ces trois pays ils sont déjà suspendus de toute activité de l'organisation. Donc, ça fait déjà... Elle dit qu'elle poursuivait des actions dans l'intérêt de la population. Donc, Non, mais on s'en fout. Quand vous suspendez les pays... parce que- Ouais. Non, l'OIF, c'est une organisation regroupant les chefs d'État et de gouvernement. C'est un peu C'est comme ça. la CEDEAO. C'est Voilà, ça. je l'ai dit. Donc, eux, ils ne travaillent pas pour les peuples. Ils travaillent Voilà. entre États pour le bien-être des présidents, des chefs d'État. Peut-être le volet culturel qu'on peut parler de quelques associations des événements. qui organisent des soirées de danse pour jubiler au nom de la France. C'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Ça n'apporte rien à nos États. Parce que quand vous prenez, j'ai dit tout à l'heure que tout ce que, en matière d'éducation ou bien en matière d'enseignement, tout ce que l'OIF donne aux États, c'est tout sauf l'essentiel. Voilà, nous tendons vers la fin de cette édition. Peut-être quelques mots de la fin pour clôturer. Alors, l'OIF a dit avoir pris acte de la décision des pays de l'AES de se retirer de l'organisation. On attend 6 mois, puisque cette décision va être effective après 6 mois. Et donc, on attend de voir la suite. Voilà, amen. Alors, en guise de mot de fin, je tiens à dire aux Africains qu'aujourd'hui, nous avons tout pour nous développer. Parce que quand vous prenez les pays occidentaux, pour ne pas parler de l'Amérique et de l'Europe, et à voir la situation actuelle de l'Europe, avec le vocabulaire de va-t-en-guerre, le vocabulaire guerrier d'Emmanuel Macron, soyons sûrs que l'Europe va à sa perdition. Mais quand vous prenez ce continent-là, avec le continent, en comparaison avec le continent africain, vous allez remarquer que nous avons beaucoup de choses à faire. Et quand nous ne développons pas notre propre langue, d'accord, nous ne développons pas notre propre langue pour pouvoir exprimer nos idées, ce serait difficile pour nous de faire asseoir notre développement. Et la Chine a compris. La Chine aussi a été colonisée. Mais aujourd'hui, la langue officielle parlée en Chine, c'est le mandarin. Et la Chine est loin. C'est ça. C'est ça. Donc, il va falloir que nos dirigeants arrivent à asseoir une politique linguistique pour l'Afrique, propre à l'Afrique. Voilà. Et moi, je souhaite vivement que d'autres pays africains emboîtent le pas au pays de l'AES, sortir de cette organisation-là qui ne leur sert à rien. Voilà. Et nous mettons fin à cette édition spéciale. Merci, chers consultants, pour vos apports. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et à nous revoir.